Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on jouait à La Corne des Sables d'Ivoire, écrit par Bob Lennon et David Kuhn. Cette suite, ce tome 2 des aventures du Pyro Barbare et de Billy. Nous sommes sur ce tome à l'épisode 7, si je ne m'abuse. Nous allons continuer, et je l'espère aujourd'hui, terminer l'acte 3, Justice Juste. Si vous voulez avoir le détail de notre chemin, du chemin qu'on va emprunter, des paragraphes que nous allons décider de lire ensemble, je vous invite à checker la barre de lecture de la vidéo ainsi que la description de la vidéo si vous me suivez sur YouTube. Vous aurez vraiment tout le détail. Euh, et puis, vous aurez également sur ma chaîne YouTube, encore une fois, dans l'onglet playlist, la playlist Et si on jouait la Corne des Sables d'Ivoire, avec les 6 épisodes précédents, avec les épisodes à venir, puisque on va quand même essayer d'aller au bout de l'aventure. Et vous aurez également la playlist Et si on jouait la forteresse du Chaudron Noir, qui est donc le tome 1 de cette saga. Voilou. Je voulais m'entretenir avec vous très brièvement dans cette introduction de live pour vous dire que je commence à me lasser, je crois. Et je crois que c'est pas forcément de la faute de l'auteur ou de l'œuvre. Je crois que c'est parce que, à raison de 2-3 heures toutes les semaines, je commence à perdre de la hype. Surtout que là, je vois, c'est un peu le constat qu'on faisait lors du live précédent. Je vois que là, grosso modo, c'est comme si on avait seulement terminé une grosse introduction à l'histoire parce que on se met seulement maintenant sur la quête principale de l'histoire. Et du coup, je trouve que ça fait une très longue intro. Ça, pour le coup, ça va peut-être à voir avec l'auteur et avec, et avec l'œuvre. Je trouve que l'intro est très très longue, puisqu'on entre dans le dur de la Corne des Sables d'Ivoire seulement maintenant, après quasiment 6 fois 2-3 heures. Donc c'est quand même conséquent. Mais au-delà de ça, c'est que je me dis, mais attends, il me reste combien de lives encore devant moi? Si les actes suivants comportent à peu près autant de paragraphes, etc., autant de textes, j'imagine qu'on en a encore pour au moins le double, donc 12 épisodes. Ça veut dire qu'on est là-dessus pour encore un mois et demi. Et je vous avoue que du coup, ça fait des périodes de temps vachement longues. Et je pense que c'est ça qui a tendance à me lasser un petit peu, pour être tout à fait honnête. C'est que je me dis, waouh, mais là, on est parti sur un truc qui nous prend un laps de temps conséquent. Plusieurs solutions pour ça, mais je ne sais pas encore laquelle je vais choisir. Soit je fais une pause et je reviens faire la suite avec vous plus tard. Soit, peut-être, une des solutions, c'est... et par pause, j'entends, ça peut être une pause d'une semaine. Hein. Ça peut être une pause d'une semaine, de 2 semaines, j'en sais rien. Juste histoire de varier et de laisser la place, par exemple, à un autre live qui me rendrait peut-être de l'attrait, quoi. Si je repartais sur, je sais pas, un jeu vidéo, bah, peut-être que j'aurais envie de revenir à un livre dont vous êtes le héros ensuite, plus facilement. Bref, un peu ajouter de la variété, on va dire. Pas s'installer dans une routine. Autre solution, c'est faire l'inverse. Mais en même temps, j'avoue que je me dis que c'est pas ouf parce que je risque de me forcer, entre guillemets, je sais pas. Faire l'inverse, ce serait faire par exemple 2 sessions par semaine ou enfin voilà, accélérer la cadence. Je sais pas encore sur quel, pied danser, je sais pas encore sur quelle solution je vais, statuer. Mais en tout cas, c'est clair et net que l'œuvre est cool. Ça, il y a aucun souci avec ça. Je kiffe l'œuvre et je kiffe notre aventure, et j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Mais c'est juste dans la manière dont je le fais, si je peux dire, où je commence à éprouver une certaine lassitude et que, par exemple, aujourd'hui, je me disais: «Oh, est-ce que je lance? Est-ce que je lance pas?» J'avais quand même envie de lancer pour essayer d'aller au bout de l'acte 3 et d'au moins terminer l'acte 3 avant d'éventuellement faire une pause d'une semaine ou 2, ou de changer de régime, on va dire, je ne sais pas trop encore. Tu alternes une semaine sur 2 jeux vidéo et une semaine sur 2 livres dont vous êtes le héros. Bah, voilà, c'est ce genre de possibilité que j'envisage en effet, de potentiellement, partir sur quelque chose de plus varié, et puis, essayer de maintenir la flamme de cette manière, quoi.
C'est ça, sauter des semaines, et cetera, voilà. Hein, de toute manière, peu importe la méthode que je vais employer, le but, c'est un peu de maintenir la flamme, on va dire. Et du coup, merci de nous rejoindre, Chamast, Geraxus, Lucie, tous ceux qui sont là dans le chat, Astra, Notias, Charline, je pense qu'elle est partie depuis, mais les gens... Ah non, elle est toujours là, bah parfait. Mais du coup, les gens sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre sur ces sessions Twitch en live. Je vous rappelle que je fais des lives de lecture les mardis et les vendredis à 21h, quasiment à coup sûr. Et ensuite, il y a des lives qui se baladent le reste de la semaine. Souvent, en ce moment, c'est le dimanche après-midi. Mais pour être tenu au courant de manière certaine de tout ça, le plus simple, c'est de me suivre sur Facebook, Twitter et Discord. Sachant que sur Discord, c'est vraiment là où je tiens le plus au courant. Parce que je vous donne un peu des insights, quoi. C'est beaucoup plus facile sur Discord de vous dire tiens, j'ai envie de faire ça. Et de vous dire tiens, peut-être que demain je ferai ça. Ouais, c'est beaucoup plus facile. Sans faire un effet d'annonce, quoi. Bref. Je vous propose qu'on se lance donc dans cette suite d'acte 3. Et pour les raisons que j'ai énumérées plus tôt, j'aimerais aujourd'hui qu'on ne fasse que la suite et fin de l'acte 3, qu'on passe pas tout de suite à l'acte 4. Même pour la découpe des épisodes, je trouve ça beaucoup plus clair, beaucoup plus facile. Dans mes titres d'épisodes et tout, c'est plus facile à organiser. Donc voilà. Je préfère qu'on termine l'acte 3 aujourd'hui et l'acte 4 qu'on le débute dans un prochain live. Donc peu importe que le live ne dure que 1 heure à 30 minutes, je vais essayer vraiment de me tenir à cela. Ok. Nous nous étions arrêtés la dernière fois sur le paragraphe 417, si je ne dis pas de bêtises. Alors attendez, je suis en train de relire, voir si c'est bien ça. Oui, c'est le moment où on a rendu son miroir à Nadi, ce qui nous a permis de récupérer des points de chance notamment, de retirer le miroir de notre inventaire. Et ensuite, vous pouvez lui offrir un souvenir inoubliable. Sinon, échanger une dernière embrassade amicale et regagner votre chambre en 384. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait ça. C'est parce que, comme souvent dans l'œuvre, il y a une nuit de dodo, une nuit de repos. Donc je trouve ça plus facile de reprendre après une nuit. C'est une respiration naturelle au sein du récit de nos héros. Donc c'est très bien comme ça. Poursuivons après cette nuit où grosso modo, Billy et le pyro-barbare ont été dépêchés par le sultanin pour récupérer des artefacts mythiques et mystiques même, j'ai envie de dire, à savoir la corne des sables d'ivoire en bonus, on va dire, et l'autre truc c'était la larme d'Edira. Non, c'est ça. J'avoue, je me rappelle plus trop du nom, mais je crois que c'était ça. Ok, bah bon courage avec tes plantations de salade, Chavast. C'est marrant. Ça me fait trop rire de me dire que tu m'écoutes dans ces conditions. Et j'espère que tu arriveras à suivre un minimum quand même. Et je vous propose de poursuivre avec ce qui va se passer dans cette chambre. Hop. Acte 3, justice juste. Suite et fin. 384. Votre chambre, si on peut appeler ça une chambre, est une véritable suite d'une opulence si grande qu'elle vous paraît inconcevable. La pièce est si spacieuse que vous pourriez aisément y caler une partie de votre village natal, écurie comprise. En guise de lit, une colossale dune de coussins occupe le centre de la pièce, s'empilant presque aussi haut que le barbare. Les tapis au sol sont si moelleux qu'on s'y enfoncerait jusqu'aux chevilles. Meubles ornés, salles de bain privatives aussi grandes qu'une taverne, clochettes pour appeler une serveuse d'eau à toute heure, sculptures glorieuses et luminaires muraux. Ce luxe d'une telle envergure est très intimidant. Vous hésitez longuement à demander aux barbares d'allumer un feu dans un coin de la pièce, histoire de vous emmitoufler dans votre couverture habituelle. Malheureusement, le colosse a déjà plongé dans la montagne d'oreillers, disparaissant totalement dans la masse de velours. Wouhou! T'as vu ça, Billy? C'est mou. T'imagines pioncer là-dedans? Ce serait comme dormir avec une femme, mais vachement grosse. Vous riez malgré vous. Y a jamais rien qui te perturbe, pas vrai?
Si, il est encore trop tôt pour dormir, s'exclame le PB en nageant dans les coussins. Du coup, tu veux faire quoi avant de pioncer? On se barre, on bouffe, on pille, on explore? Piller, c'est demain, lui rappelez-vous. Pour ce soir, que voulez-vous faire? Vous pouvez opter pour la raison et profiter pleinement de votre suite luxueuse en 159. Si vous avez un petit creux, suivez votre odorat en direction des cuisines royales en 196. Si vous souhaitez parcourir le palais en quête de bagatelles, partez à la découverte du harem du sultanin en 469. Aïe aïe aïe. Je me disais, bon, on a déjà lu une bonne partie de l'acte 3, on devrait plutôt être sur la fin, ça devrait plutôt se passer rapidement. Et là, premier paragraphe que je lis, on a déjà 3 solutions différentes. Je n'ai aucune préférence. Je pense que pour cette fois-ci, je vais vous laisser choisir. Est-ce que vous voulez qu'on aille au harem du sultanin, aux cuisines royales ou à la suite luxueuse? Sachant que si on reste, parce que ouais, c'est l'option de la raison. Donc si on reste dans la suite luxueuse, je pense qu'il va pas se passer grand-chose et qu'on va relativement vite passer à la suite de l'aventure, on pionce et on voit ce qui se passe demain. Alors que si on va dans les cuisines royales ou le harem du sultanin, forcément, ça va nous faire vivre quelques aventures. Je pense de toute manière que on est sur un paragraphe, comment j'appellerais ça? Carrefour, vous savez? C'est déjà quelque chose qui est arrivé. Un paragraphe sur lequel on va pouvoir revenir et revenir pour explorer toutes les options. Donc je pense que c'est plus dans quel ordre on va explorer ces options. Sachant que peut-être, ça va finir par nous jouer des tours parce que en fait, il n'y aura pas plusieurs options et qu'on aura choisi un truc. Mais je pense qu'on est là-dessus. Est-ce que, parce que là, je vois qu'on est quand même pas mal. Je vois qu'on est quand même pas mal aujourd'hui. J'ai envie. Ah bon, bah non alors. je le ferai peut-être plus tard dans le chat. J'ai préparé le truc sur le côté. Hop. Mais du coup, vu que vous êtes tous d'accord pour la cuisine, on va partir sur la cuisine. Mais je tenterai peut-être encore, vous savez, l'outil de sondage Twitch. Parce que j'aime bien. J'aime bien, je trouve que c'est bien foutu. Et ça me permet de tester un peu les différentes options que propose Twitch. Comme ça, je prends en main l'outil, c'est pas mal. Bien. Partons sur les cuisines royales, vu que vous êtes tous d'accord, en 196. Hop. Et je pense que je vais même mettre mon marque-page à cette page, parce que je pense qu'on va y retourner. Hop. Alors... 196. À cette heure-ci, toutes les cuisines du palais sont actives, et il ne faut pas longtemps avant que l'une d'elles chatouille votre odorat. À l'inverse des autres pièces du domaine royal, tout ici est pratique, propre et utilitaire. De vraies cuisines de chef, riches de garde-manger et de mets délicats. Si vous êtes guerrier, profitez de la cuisine comme il se doit, en 361. Si vous êtes paysan, appréciez l'ergonomie parfaite des lieux, en 249. Et sinon, goûtez normalement au plaisir de la table, en 385. Ah, c'est marrant cette distinction. Je vois pas trop pourquoi, selon qu'on soit guerrier, paysan ou autre chose, on apprécierait la bouffe de manière différente. J'aurais été très curieux de voir les options, les autres options tout simplement. Mais nous sommes forcés et contraints de nous rendre ici. 385. Comme disait votre mère, une citrouille et au lit. Vu ce qui vous attend demain, un repas léger s'impose. Vous profitez d'un plat fait maison, servi par un couple de cuisiniers chaleureux. Au retour, vous vous égarez dans le palais labyrinthique et décidez de passer la nuit dans une salle des gardes. Les lits sont petits, mais confortables, et vous passez une nuit beaucoup plus en accord avec la frugalité à laquelle vous êtes habitué. Votre conduite raisonnable vous vaut de regagner 3 points de vie et 2 points de chance. Au petit matin, votre réveil coïncide avec le roulement des gardes et vous cédez généreusement votre place à un soldat nain épuisé en 366. Ah, et du coup, ce n'était pas un carrefour. Ce n'était pas un paragraphe sur lequel on allait pouvoir revenir, faire
toutes les propositions. Donc, pour les plus lubriques d'entre vous, désolé, nous n'irons pas voir le harem. Je me réserve ce plaisir en solitaire, n'est-ce pas? Bref, on va pouvoir inscrire des petites choses sur notre fiche. Alors, on a regagné 3 points de vie, sachant que nos points de vie maximum sont à 7, donc on est déjà au max de nos points de vie, donc ça c'est dommage. On regagne 2 points de chance, sachant que nos points de chance au maximum sont à 10 plus 1 moins 1, ça fait toujours 10. Plus 2, ça nous fait 12. Sachant qu'on a le guide touristique qui fait que lorsqu'on regagne de la chance, on regagne un point de chance supplémentaire. Ça nous amène à 11 sur 12, ce qui est quand même pas dégueu du tout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce délire-là. Alors attendez. Hop, il faut que je fasse saisie de texte. Et ça fonctionne. Nous voilà à 11 points de chance, ce qui, encore une fois, avec l'archétype de notre personnage, nous arrange bien. Parce que je ne sais pas si, comme tu le dis, Araxus, le Billy Prudent prend des petites bouchées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Billy Prudent a besoin de ses points de chance. À foison. Hop. On va pouvoir poursuivre. En 366. Hop. Je suis étonné que c'était pas un carrefour, là. Oula. Oula là, je vois une illustration bizarre. Ok, on va voir. 366. À des milliers de kilomètres de là, dans les entrailles du volcan actif le plus imposant du monde, se tient une silhouette à l'apparence d'un simple homme qui se tue à la tâche, jour et nuit, sans jamais faillir. Tant de prétextes lui ont été inventés, mais personne ne connaît son but. Tant de suppliques lui ont été adressées, mais aucune n'offre le pardon. Tant de noms lui ont été donnés, alors qu'il n'en reconnaît qu'un seul. Le dieu gris, l'adversaire, le traître, et celui qu'il déteste de tout son être, Véter, l'homme en deuil. Au sein de ces cavernes de chair, enfouies au plus profond du volcan de Crashmore, le dieu des monstres s'échine encore et encore dans son laboratoire, recousant, fusionnant, développant, cultivant, jusqu'à obtenir l'assemblage d'os, de muscles, de tendons, de crocs et de venins, qui pourra enfin créer un être parfait, capable d'accomplir la tâche qui lui incombe, détruire l'humanité et la civilisation des hommes. Et ce, à n'importe quel prix. Éclairé par les flammes de sa forge du fardeau, Véter observe l'avancement de son dernier projet. Il ne prend pas la peine de tourner la tête lorsque son grand miroir de plein pied se met à osciller légèrement, remplaçant son profil cireux par une silhouette voilée. « J'espère pour toi que tu ne me déranges pas pour rien, et que ce que tu vas me rapporter en vaut la peine, » dit-il d'un ton sec. « Au rapport. »« Monseigneur, » répond la voix féminine, « priez, l'emplacement de l'alarme a été confirmé. Je pars dès demain pour la récupérer. » « Et ses élus ?»« Ils sont au centre de l'expédition lancée par le sultanat. Le tsar a l'air de servir fidèlement son dieu, mais le jeune humain n'a pas l'air d'être à la botte de votre ennemi juré. Ils seront les outils parfaits pour déjouer les pièges qui protègent l'alarme. » Et pourtant, ce maudit Zarkhan a jeté son dévolu sur eux, dit-il en se tournant enfin vers le reflet. Sa posture et ses vêtements aristocratiques, trahis seulement par le sang qui tache ses avant-bras, renforcent une autorité implacable. Ne les utilise pas plus que nécessaire, et débarrasse-t'en dès que possible. Ces outils m'ont déjà coûté une victoire indirecte par le passé. Et souviens-toi que je ne tolère aucune erreur. Bien sûr, ô respecté adversaire, et au sujet de ce que nous avions conclu en cas de réussite... Le regard de Véter se tourne à nouveau vers sa créature, sa voix à la fois rassurante et désintéressée. « Ma parole est aussi rare qu'elle est fiable, Stian. Accomplis ta tâche, et ton peuple prospérera sous ton règne. » La silhouette s'incline une dernière fois, et l'image de Véter réapparaît dans la psyché. Comme toutes les créatures non humaines, les nains tombent sous la juridiction du dieu gris. Malheureusement, à l'instar de nombreuses races,
celle-ci s'est éloignée peu à peu de son objectif initial pour lui préférer d'autres dieux, dont l'influence plus directe finit toujours par éclipser la sienne. Bah, peu importe. Si son pion dit vrai, l'indépendance d'Estian voit ses jours comptés. Bientôt, cette race rebelle reviendra sous son joug, et son pion deviendra sa reine sur l'échiquier géant qui le sépare de Zarkane. L'adversaire, pense-t-il en se remémorant le visage des autres dieux du panthéon d'Alkior, le regard impassible devant sa dernière création. Oui, pour eux, c'est ce que je dois être. Ignorant l'illusion d'une victoire qui viendrait enfin le soulager de son fardeau, il persévère dans l'accomplissement de sa tâche, animé par une ardeur et une conviction si pure qu'aucun tabou, aucune limite ou aucun sacrifice n'est inenvisageable. Après tout, ce n'est qu'une question de temps. La scène disparaît derrière un rideau de vapeur voilée, et vous ouvrez les yeux en 400. Ok. J'aime beaucoup parce que souvent les actes se terminaient par des détours sur des enjeux, et des jeux aussi d'ailleurs, divins. Et là, le fait d'aller dans le divin mauvais, entre guillemets, c'est-à-dire un peu le pestiféré des dieux, quoi. Un peu le dieu à part qui fout le bordel, etc., qui représente un peu le néant, etc. C'est vachement intéressant. Voir qu'il y a une trame narrative qui se prépare en parallèle avec les dieux et avec un dieu méchant qui veut du mal à notre groupe, etc. J'aime beaucoup. Et l'illustration est très très sympathique également. On voit en fait Véter dans ses fameux vêtements aristocratiques, n'est-ce pas, qui le font un peu ressembler à un vampire, je trouve. Et du coup, je me suis demandé si la naine à qui il était en train de parler, c'était pas Nadi. Ça me fait très très peur. Je me demande vraiment s'il n'a pas une alliance avec Nadi, et Nadi, elle va peut-être nous trahir. Je sais pas. Je dis ça comme ça, mais j'ai eu très peur que ce soit ça. En tout cas, Véter est en train de coudre sur l'image une créature digne de Cthulhu, avec des yeux partout, des bouches partout. C'est un peu une créature de Frankenstein. Ouais, c'est vraiment dégueulasse. Avec des parties vivantes, avec des parties mortes. Hop. Toujours ces fameux dessins de notre père. Comment c'est déjà Sidéralis, mais son prénom. Enfin, son prénom. Le début de son pseudo. Claire. Bon, bah, c'est son prénom du coup. Claire Sidéralis. La sœur de Bob Lennon, je le rappelle. Qui parfois fait des dessins. Je vais pas mentir, hein, c'est question de goût. Parfois, je suis pas très fan de son trait. Parfois, je trouve que c'est excellent et que ça rend trop trop bien avec l'œuvre. Par contre, je suis en train de me dire qu'on est peut-être dans la merde. Parce que là, on est guidé vers le chapitre 400. Et souvent, quand on est sur une centaine, c'est le début d'un acte. Donc là, je vais au paragraphe 400. Et je vois que c'est le début de l'acte 4. Et je me dis... Tout à l'heure, j'ai dit, peu importe si ça dure 30 minutes, 1 heure, etc. Je ferai que la fin de l'acte 3. Sauf que là, ça fait même pas 20 minutes, quoi. On a lu littéralement 3 paragraphes. En fait, c'est parce que la dernière fois... D'habitude, j'arrive à peu près à jauger ce qui nous reste ou pas. Et là, la dernière fois, j'ai pas réussi à jauger, étant donné qu'il y avait 3 choix différents. Et que j'allais pas m'amuser à suivre les 3 choix différents. Donc là, je suis un peu démuni. Je me dis un peu, putain, c'est trop con. Du coup, je sais pas quoi faire. Ce qu'on peut faire éventuellement pour faire un peu durer le plaisir, c'est voir ce qui aurait été les autres options des paragraphes précédents. Parce que je suis vraiment curieux de voir en quoi ça change le repas. Ou bien on peut aller faire un tour au harem vite fait. Enfin bref, on peut peut-être aller voir les routes transversales qu'on aurait pu prendre sur ces chapitres. Comme ça, je m'auto-censure aussi en live si je vois que le harem, c'est pas diffusable. On peut faire ça. Et on peut faire aussi autre chose, c'est que j'ai vu à la fin du bouquin
qu'il y avait un panthéon avec tous les dieux. Et vu qu'on a de plus en plus souvent affaire aux dieux, je pense que ça pourrait être sympathique. Voilà, on a un petit précis de mythologie qui fait quand même quelques pages. Hein. Quand même quelques pages. Donc je me dis que ça serait l'occasion de lire ça. Alors après, peut-être qu'on va se spoil un chouïa, dans le sens où peut-être qu'on va parler de dieux et qu'on va découvrir des éléments sur les dieux qu'on n'a pas encore rencontrés. Mais je pense, enfin, au vu de comment c'est fait, je pense qu'on peut le lire sans trop de soucis. Que ça nous éclairera sur ceux qu'on a déjà vus et que ça nous spoilera pas sur ceux qu'on n'a pas vus. Je pense qu'on peut faire ça. Parce que là, on commence à en avoir croisé pas mal en plus. Allez, je vous propose qu'on fasse ça. Je vais faire le petit précis et après on ira peut-être voir les routes parallèles si ça a pris pas beaucoup de temps. Je suis vraiment désolé, je me sens trop mal d'avoir lancé un live pour arrêter aussi rapidement. C'est pour ça qu'on va pas l'arrêter. Alors, hop. Mais là, par exemple, ça revient à la discussion qu'on a eue en intro de live. Là, par exemple, du coup, j'en ai pas eu assez, j'ai pas eu ma dose, et du coup, j'ai envie de découvrir l'acte 4. Donc l'avantage, c'est que si j'arrête maintenant, bah là, j'ai la hype, j'ai le feu, comme je vous disais en début de live, j'ai l'excitation de revenir en live pour la suite. Donc bon, ouais, c'est une gymnastique, une chimie très précise, n'est-ce pas? En parlant de précis, je vous propose la lecture du petit précis de mythologie. Je lis et je vous montre les illustrations en même temps. C'est assez rapide. Comme ça, on va découvrir les dieux du panthéon du sultanat, enfin de cette zone en tout cas, de cette zone géographique. D'ailleurs, j'ai une carte, il me semble. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vous dire précisément comment s'appelle cette zone? Je me rappelle plus. Mais... Attendez. Oui, on est à Stia, donc voilà. Je pense que la zone au global s'appelle Stia et que du coup on peut considérer que c'est le panthéon de Stia que je vais vous présenter. Je pense. Hop. On va voir ce qu'on fait, Chamas. Je réfléchis, mais je pense pas qu'on va attaquer l'acte 4 aujourd'hui. Je pense pas. Donc oui, je vous présente la mythologie de Stia en vous rappelant le panthéon de Stia, en vous rappelant que les dieux, c'est ça qui est intéressant dans l'univers de Bob Lennon, ça j'ai trouvé ça très bien vu. Les dieux qu'on rencontre dans l'histoire, dans la région de Stia, peuvent être des dieux similaires aux dieux qu'on a rencontrés dans le tome 1 dans la zone d'Erener, sauf qu'ils vont avoir leur petite particularité locale, si je peux dire. Ils vont avoir été transformés par les mythes locaux, par les croyances locales, etc. Et je trouve ça super bien vu qu'un même dieu puisse avoir différentes facettes selon sa région et selon ses croyants, en quelque sorte. Donc j'ai beaucoup aimé cette idée. Ça fait que les dieux sont pas forcément non plus assignés exactement aux mêmes prérogatives, n'ont pas exactement les mêmes pouvoirs selon leur endroit de villégiature. Je dis des mots qui n'ont pas de sens, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc ouais, je suis assez impatient de voir ce que ça donne. Je crois pas qu'il y avait un truc qui nous présentait les dieux dans le premier tome, aussi précisément. Je crois pas. Petit précis de mythologie. Kalasa et Oasa. Déesse jumelle de la lune, elle se regarda dans les eaux miroitantes de Nédira et commença à discuter avec son reflet. Un jour, celui-ci lui répondit, la scindant en deux entités parfaitement liées et mutuelles. Égales en toutes choses, l'une représente le calme et la miséricorde, et l'autre l'action et le pardon. Elles sont l'aspect de Mélène et Ithia en Stia. Donc voilà, c'est ce que je vous expliquais. L'aspect de Mélène et Ithia en Stia, ça veut dire que dans la région de Stia, les dieux qu'on nomme en général Mélène et Ithia sont Kalasa et Oasa. En gros, c'est une reprise de Mélène et Ithia
qui a donné Kalasa et Oasa, en quelque sorte. Avec les mythes locaux, etc. Je pense qu'il y a des. Je pense qu'il y a des reprises un peu similaires. Comment dire? Je pense que c'est un phénomène qui a pu être observé entre le panthéon grec et romain, par exemple. Que voilà, on parle des mêmes dieux, mais ils changent de nom et ils ont peut-être pas exactement la même définition, exactement quoi. Je vous montre du coup à quoi ressemble Kalasa et Oasa dans une représentation ici. Ah, attendez. J'essaie de vous le montrer et j'essaie que ça fasse le point, mais c'est pas évident. Ensuite, Iotos. Né d'une éclipse totale, il est la poigne céleste, le dieu de l'absolution et de la vengeance, et est représenté par une main ouverte ou un poing fermé. L'œil sur sa paume apprécie la politesse dans le cœur des nains, tandis que celui sur le dos de sa main voit toutes les rancunes. Son symbole apparaît souvent sur les gardes, les soldats, les soigneurs ou les enseignants. Il est l'agent d'Athéla en Stia. Très bien. Comme ça, c'est cool. On a la correspondance à chaque fois avec le dieu du panthéon plus commun, j'imagine, de cet univers. Et j'aime beaucoup les représentations et les explications de ces représentations derrière les dieux. Franchement, je trouve que c'est des bons concepts. Je trouve qu'il a été très fort là-dedans, Bob Lennon. Je trouve que c'est des bons concepts. Le fait que ça soit représenté soit par une main fermée, soit par une main ouverte, que si c'est sur la paume ou le dos de la main, ça veut pas dire la même chose, et ainsi de suite. Enfin, je sais pas. Je trouve que c'est bien réfléchi, bien pensé. On a ensuite Nedira, qu'on peut voir, je pense que c'est la même. Oui, j'ai quasi pas de doute. Sur la 4e de couve. Donc cette déesse larmoyante. Nedira, aspect d'Edir en Stia, Nedira est la première déesse. Réalisant qu'elle était seule sur la surface aride du monde, elle se mit à pleurer de chaudes larmes jusqu'à le recouvrir d'océan. Sa tristesse se changea en larmes de joie lorsqu'une minuscule créature vint boire à sa source. Elle jura alors de protéger la vie et de l'abreuver de ses larmes. Ah, j'aime bien le mythe qui entoure Nedira. C'est joli. Et l'illustration est sympa aussi. Hop. Je vous laisse bon dimanche à mardi. Bah, bon dimanche à toi, Charline, et à mardi, sans aucun doute. Ça fait plaisir. Ensuite, on a les djinns, qu'on a déjà rencontrés également dans l'histoire. Des forces mystiques élémentaires facétieuses qui habitent tout Stia. Ces petits êtres n'existent que pour s'amuser, danser et conserver l'équilibre des forces de la nature. Eux aussi protègent la vie que leur mère Nedira aime tant. Ok, j'aime bien. J'aime bien les dieux en général. J'aime bien les panthéons, les dieux, etc. qui représentent la nature, qui représentent des forces de la nature, des éléments qu'on peut trouver. Donc là, feu, terre, eau et air. Hop. Ensuite, Moutra. Ah ok. Là, on a un truc spécial. On a Moutra, le dieu du soleil, des muscles et de la philosophie en RNR. Il est détenteur d'un corps statuesque à tête d'aigle, sa peau cuivrée reflète à la perfection tout ce qui l'entoure, sa confiance en lui frôle souvent l'arrogance, mais ses aptitudes justifient amplement ses excès. C'est lui qui a eu l'idée de fusionner avec ses deux comparses pour donner naissance à Fumta, leur avatar en Stia. Je vais vous les lire tous les trois parce que c'est trois dieux qu'on a rencontrés plusieurs fois déjà dans la lecture de ce tome jusqu'à présent. Et en fait, ces trois dieux réunis forment une sorte de dieu ultime, entre guillemets. Donc Moutra, vous savez, c'est celui qui est un peu, voilà, un peu arrogant à montrer ses muscles avec une tête d'aigle comme ça, là. Ensuite, on a Nate. Nate, celui que je fais parler comme ça, qui trouve tout trop cool. Nate, qui est le dieu de la vitesse, de la joie et du son. L'ami éternel, un être pour qui la vie semble couler doucement sans aucune difficulté.
Toujours présent quand on a besoin de lui, il a prêté ses pouvoirs à Fumtar et accompagné maintes fois Mutra dans ses séances de musculation divine. Grand passionné de surf et de musique saturée. Donc voilà, c'est typiquement le surfeur. Et enfin, on a Fumtar, donc le fameux dieu ornithorynque, qui tamponne de ses petites papates plein de formulaires pour dire si c'est approuvé, désapprouvé, enfin bon bref. Et qui gère un peu tout en fait, hein. Il gère un peu l'administratif. Hein. Fumtar, dieu de la gravité, de la justice et de l'administration. Simple ornithorynque de base, il obtint sa divinité en ramassant une paire de tampons appartenant à ses prédécesseurs. Il passe sa journée à tamponner toutes les conséquences du monde. Chaque action se matérialise en un formulaire devant lui, et il essaie désespérément de traiter l'océan de paperasse qui compose désormais son existence. Généralement très stressé, il redoute toute distraction qui pourrait le mettre en retard sur son emploi du temps. Ça, pareil, en termes de concept, je trouve ça trop bien trouvé et trop drôle. L'idée que tout est une conséquence, on avait déjà vu dans un paragraphe précédent qu'il devait, par exemple, gérer le déplacement de tous les grains de sable, il me semble. Enfin bon, c'est n'importe quoi, mais c'est trop drôle. Et du coup, d'imaginer ce petit ornithorynque complètement paniqué avec ses papates en train de tout ratifier comme ça. Donc du coup, je vous montre à quoi ressemble Fumtar. Mutra, pardon. Mutra Nate Fumtar, qui, une fois qu'il se mélange, vous le voyez grâce à cette addition très bien illustrée, n'est-ce pas? Une fois qu'il se mélange, donne Fumta, un dieu un peu plus énervé. Fumta, né de la fusion des 3 dieux d'Erener en Stia, il est le dieu solaire de la justice, des miroirs et de la vitesse. Bien qu'il soit né après les 2 autres déesses Stianes, son arrivée marqua le début de l'ordre et des responsabilités pour le peuple nain. Et là, comme ça, visuellement, il me fait vachement penser à Rahan. Je sais pas, il a un côté barbare comme ça, avec sa dent sur le torse, etc. Et sinon, il fait vraiment ornithorynque, démoniaque, flippant. Mais, pour un peu désacraliser ça et rendre ça comique, en réalité, son apparence est due à un costume porté par Nate Fumtar et Mutra, obligés de s'appareiller ainsi pour maintenir leur panthéon en Stia. Et là, pour le coup, le rendu n'est pas du tout le même, ils ont l'air complètement ridicules. Donc je vous les montre en gros plan. La version un peu badass et la version ridicule, ils sont tous dans le même costume. Déjà que les costumes qu'on fait en étant à 2 dans le costume, à mon avis, c'est assez souvent raté. Mais alors là, à 3. On a ensuite d'autres dieux. On a Zarkan, donc le dieu du Pierrot barbare. Zarkan, chef des titans primordiaux, il mena une rébellion contre Blatznat le créateur afin de perpétuer l'existence de sa race. Terrible et implacable, il mène une bataille cosmique contre l'entropie et dans toute créature qui souhaiterait comme lui défier son destin inaltérable. Il est le Khan de tous les tsars, des êtres légendaires présents avant l'existence du monde. Ah ouais, il est quand même badass, hein, Zarkan. Et j'aime beaucoup comment il est dessiné. Il est nommé Zarkan dans les autres régions du continent d'Alkior. Son apparence varie très peu en Stia. Il est le seul et unique dieu majeur des Krenlorniens. J'aime beaucoup la tronche qu'il a. Alors attendez, ça va être dur à vous montrer, je crois. Hop. Je le trouve très badass. Les yeux cachés, les cornes comme ça. Un peu bouc. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Badassitude. Ensuite, on a Véter, la lune noire, l'adversaire, le dieu gris, dieu des monstres, des créatures et de la nécessité. Sa naissance fit éclater sa mère, la déesse lune. Banni de la lumière de Fumta, il est toutefois craint et respecté par les nains, car il incarne les épreuves qu'ils doivent surmonter au jour le jour. Véter, c'est un peu le négatif, en fait. Si on peut dire, vous savez, le positif et le négatif d'une photo. Bah, Véter, c'est un peu le négatif, quoi. Hop. Et là, même si on le voit en ombre comme ça dans un miroir, on vient de voir à quoi il ressemblait du coup. Un espèce d'aristocrate comme ça, à l'allure assez vampire je trouve. On a ensuite et enfin Blatznat,
Anstia, il est le créateur, le grand imaginaire, l'inventeur des noms. Il fut la première pensée de l'univers et inventa le monde et ses règles en imaginant ses créatures et ses peuples. Durant ce processus, chaque idée avortée se changea en minuscules grains de sable et finit par former le grand désert de Stia. Une fois le monde devenu autonome, il contint alors son existence dans un immense turban afin de chroniquer l'histoire de sa pensée. Ah, j'aime bien tout le mythe autour du personnage, encore une fois. Je trouve qu'il s'est vachement bien démerdé, Bob Lennon, pour, pour son panthéon et pour sa cosmogonie même, j'ai envie de dire. C'est-à-dire l'histoire qui raconte la création de son univers, quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Je suis en train de voir si je peux pas rajouter quelque chose, mais je crois pas. On en a terminé sur le Panthéon. Les remerciements, je vais pas les lire maintenant, j'ai peur de me spoiler quelque chose en plus. Donc les remerciements, je vous les lirai quand on aura fini l'œuvre. Ouais, ici, il nous donne déjà rendez-vous pour le tome 3, La lance de Valcar. Donc, ouais. D'ailleurs, j'ai peur de m'être spoilé quelque chose de très important, mais c'est pas grave. On va faire comme si j'avais pas vu. On a lu le prologue, l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Il nous reste l'acte 4, l'acte 5, l'acte 6. Je pense qu'on est à peu près à la moitié de l'œuvre, comme je le disais. Comme je le disais en début de live, je pense que je vais m'organiser différemment pour les prochaines sessions. Et il est possible que soit il y ait une pause, soit la fréquence soit changée en plus ou en moins, je sais pas encore. Parce que, encore une fois, l'œuvre en tant que telle, je la trouve très très cool. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais par contre, je commence à avoir une lassitude à cause de la manière dont je découvre l'œuvre, quoi. Vraiment de faire un live de 2 heures tous les dimanches, je sais pas, ça marche pas bien. Ça marche pas bien. Donc on reverra ça. En fait, vous me voyez désolé. Vous me voyez désolé parce que je me dis, merde, c'est trop con la manière dont j'ai découpé mes lives, mais j'avais pas vu venir que ce serait la fin de l'acte 3 aussi rapidement. Ce qu'on peut faire, c'est que je peux mettre fin au live et on enchaîne quand même sur autre chose. Un live peut-être un peu plus chill qui finira pas sur YouTube. Un live un peu plus à l'arrache pour quand même passer encore un peu de temps ensemble, entre guillemets. Donc, si vous m'avez suivi sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike sur la vidéo selon votre appréciation. Et puis j'espère que vous comprendrez du coup ce que j'expliquais plus tôt et que l'acte 4 arrive de toute manière, il arrivera, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas vous dire si c'est dans une semaine, je ne sais pas vous dire si c'est dans quelques jours ou dans plus longtemps, mais l'acte 4 arrivera et la suite de l'aventure et la fin de l'aventure également. Vous avez déjà pas mal d'épisodes à regarder avec le tome 1 et le tome 2 fait à moitié, hein, en vérité. N'hésitez pas à laisser également un commentaire, à vous abonner à la chaîne, tout ça, tout ça. Je vous dis merci et à la prochaine. Attendez, est-ce que je fais vraiment une outro? Bah oui, je fais une outro comme ça après pour mettre en rediff sur YouTube, c'est mieux. Bref, rejoignez-moi si vous le désirez en veillée ce soir de 21h à minuit. Je me tiens disponible en vocal. On joue à des jeux de société, à des jeux vidéo, on discute. On fait des tier lists de conneries. Enfin bref, on s'amuse. N'hésitez pas à me rejoindre la semaine prochaine. Normalement, mardi, vendredi, la suite de la lecture de Jules Verne. Je pense que je suis sur une bonne lancée, donc je pense que je vais continuer Jules Verne pour le moment. Malgré, encore une fois, la longueur qui fait que j'aurais envie de voir d'autres choses, mais je pense que ça va. Je pense que ça va, je peux encore tenir le coup sur Jules Verne, on va dire. Et pour l'heure, on va faire un truc qui sera disponible que sur Twitch. Et il fallait être là, au live. Je sais pas encore ce qu'on va faire. Soit on va faire un petit jeu, soit on va faire de la musique. Vous le sauriez si vous aviez été là. Bref, à la prochaine. Des bisous. Bye bye.